La Normandie est libérée. En moins d'1 an, la province la plus riche du royaume, qui vivait sous la férule anglaise depuis 3 décennies, est revenue dans le giron du roi de France. L'aide et la résistance des habitants à l'occupant a grandement contribué au succès de cette campagne éclair. Il reste maintenant à Charles VII à s'attaquer à la Guyenne, afin d'enlever aux Anglais leur dernière possession continentale entre la Dordogne et les Pyrénées. Ce qui risque d'être une autre paire de manches. À la conquête de l'histoire. La bataille de la Maljornad. Tentative de hameçonnage, piratage de comptes, faux support technique. 90% des Français ont déjà été victimes de cyberattaques. Avec les menaces numériques en constante augmentation et toujours plus sophistiquées, la sécurité en ligne est plus cruciale que jamais. Que vous soyez chez vous ou bien connecté à un Wi-Fi public, vos données peuvent être exposées à des hackers. Chaque fois que vous vous connectez, vos informations peuvent être interceptées. Mais il existe une solution, Surfshark VPN. Un VPN garde votre emplacement, votre historique de téléchargement et vos données confidentielles en chiffrant tout le trafic Internet. Surfshark vous protège en chiffrant vos données, vous permettant de naviguer en toute sécurité, que vous soyez chez vous ou en déplacement, en France ou à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Une fois protégé et l'esprit tranquille, vous pourrez accéder à tous vos films et séries préférés sur votre plateforme favorite, où que vous soyez, en utilisant l'un des 100 serveurs proposés par l'application. Que ce soit des films comme À l'Ouest Rien de Nouveau ou des séries comme Shogun, avec Surfshark, profitez de vos films et séries historiques préférés, sans limite et partout dans le monde. Et si vous hésitez, n'attendez pas plus longtemps. Profitez de l'offre de Surfshark à partir d'1,99€ par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, faites-vous rembourser intégralement pendant les 30 premiers jours. N'hésitez donc pas à essayer Surfshark en suivant le lien donné en description. surfshark.com/casus. Vous ne prenez aucun risque. Surfshark garde vos informations en sécurité contre les regards indiscrets et les hackers, vous permettant de naviguer librement et sereinement. Ne laissez pas les menaces numériques ou les restrictions géographiques vous freiner. Rejoignez les millions de personnes qui font confiance à Surfshark pour leur sécurité en ligne. Commencez votre essai aujourd'hui en suivant le lien surfshark.com/casus et découvrez la liberté d'Internet avec Surfshark. La Guyenne, dernière province du royaume de France encore occupée par les Anglais. À la différence du reste du royaume, Charles VII ne peut guère bénéficier du soutien des habitants dans le sud-ouest de la France. En effet, si elle fut reprise par Charles V au siècle précédent, la Guyenne est sous contrôle anglais depuis le mariage d'Aliénor avec Henri II Plantagenet, 300 ans plus tôt. Et les bourgeois bordelais sont bien conscients que leur prospérité tient à leur capacité à commercer librement avec l'Angleterre pour y écouler leur vin. Si les Normands s'étaient sentis brimés, humiliés ou encore occupés par les Anglais, les Gascons se sentent, eux, maîtres chez eux. Ils profitent de l'éloignement de Londres pour jouir d'une grande autonomie, en réalité, d'une quasi-indépendance. Ils craignent, et les résultats de la praguerie leur donnent raison, une reprise en main énergique du roi de France sur les affaires du duché, en cas de passage de la souveraineté anglaise à la souveraineté française. Du côté des Bordelais, on craint également le fisc royal, les officiers royaux originaires de Languedoil, l'irrespect des coutumes locales et les garnisons envoyées par Paris. En définitive, Bordeaux se prend pour une capitale depuis la mort du prince noir qui vivait sur place. La ville avait pris l'habitude de se passer de maître. Ces dernières années, les différentes trêves avaient permis à Bordeaux de reprendre un semblant de prospérité, mais elle reste très fragile. Quand les hostilités éclatent de nouveau, en Normandie tout d'abord, les Bordelais sont furieux de la reprise de la guerre qu'ils imputent à tort à Charles VII. Dans la sénéchaussée des Landes, le comte de Foix, revenu dans le camp français depuis que la France était devenue victorieuse, occupe le château de Mauléon. Vers la frontière de Saintonge, 2 villes fortes, Cognac et Saint-Martin, qui défendaient les marches du pays bordelais, sont prises par un gentilhomme de Gascogne,
nommé Verdun, soldat d'aventure au service du duc de Bretagne. Tout ceci se passe au cours de l'année 1449. Charles VII, malgré son armée permanente, ne peut cependant pas mener la guerre sur 2 fronts. En revanche, après la victoire de Formigny, et une fois la France du Nord reconquise, la Guyenne est de nouveau en ligne de mire. Jean de Blois, comte de Penthièvre, est nommé chef de l'expédition. Les 2 premières places fortes visées par l'armée française sont Bergerac et Bazas. Penthièvre assiège la ville, et les Anglais de Bergerac capitulent rapidement. Ils sont autorisés à quitter la ville avec leurs biens. Bazas est quant à elle assiégée par le fils du sire d'Albret, Amanieu d'Albret, sire d'Orval. La forteresse est mal défendue et Orval rentre sans trop de soucis dans la ville. Profitant de ce succès, Orval, avec sous ses ordres Robin Petitloup, dit Petit Loup, chef d'une compagnie d'Écossais, Étienne de Tolorès et le sire de l'Espinasse, le tout accompagné de 3000 soldats, rentre dans le Bordelais fin octobre 1450. Ne rencontrant aucune résistance, Orval pousse jusqu'à la rivière de la Jalle. L'avancée française, indice flagrant de l'abandon de la province par l'Angleterre, produit à Bordeaux une grande colère, qui pousse certains habitants à prendre les armes. Rassemblés à la hâte derrière Gadifer Shorthose, le maire anglais de Bordeaux, chevaliers gascons, hommes d'armes anglais et milices bourgeoises vont au-devant de l'armée française le 1er novembre. Au total, ce sont entre 9000 et 10 000 combattants qui marchent en désordre au milieu des marais environnants pour déloger les Français, rassemblés à Blanquefort, situé à une dizaine de kilomètres de Bordeaux. Les éclaireurs français arrêtent un cavalier de l'avant-garde anglo-bordelaise, qui leur indique l'arrivée prochaine de l'armée ennemie, ainsi que sa supériorité numérique écrasante. Les Français, craignant d'être enveloppés par l'armée qui s'avance, et voyant bien qu'ils ne peuvent pas quitter les lieux sans combattre, abandonnent leur camp pour chercher un terrain favorable à la bataille qui s'annonce. Ils vont s'établir un peu plus loin dans une zone de bois et de landes où Orval fait étendre ses lignes, ce qui cache à l'ennemi à la fois leur petit nombre, mais aussi leur permet de se trouver dans une position qui leur permet de profiter de toute la puissance d'une charge de cavalerie. Les Anglo-Gascons prennent ce mouvement pour une retraite et pressent le pas, persuadés que la victoire est à portée de main. Ils négligent de se reposer après leur marche épuisante et foncent tout droit sur les lignes françaises. L'organisation est désastreuse. Les fantassins sont en première ligne, suivis par les cavaliers, mais ceux-ci allant plus vite, se mêlent rapidement aux piétons. En résulte une grande confusion dans les lignes, et Shorthose, le maire, ne fait rien pour rétablir l'ordre dans les rangs. Un premier engagement a lieu au lieu-dit de Jalpon. Le choc est brutal. Puis les Français décrochent à la hâte, comme s'ils étaient en train de fuir. Sans réfléchir, les Anglo-Gascons les pourchassent. Ils savent que les Français se sont précipités dans un cul-de-sac, une nasse fermée par la rivière de la Jalle. Il ne leur reste plus qu'à les massacrer. Cependant, sans le savoir, ils se sont précipités dans un piège mortel. En effet, les archers écossais de Petit Loup étaient dissimulés dans les bois. Les Anglo-Gascons sont décimés par les flèches écossaises. Et pendant ce temps-là, Orval fait remonter ses troupes à couvert de la forêt, puis charge sur les flancs de l'armée anglo-gasconne. Ils sont pris en tenaille, et la déroute commence. Le maire anglais de Bordeaux, qui aurait pu, en se portant au cœur de la mêlée, raviver le courage de ses hommes, choisit plutôt de s'enfuir lâchement à toute vitesse, sur son cheval, en direction de Bordeaux. Ce qui reste de cavalerie prend la suite de son chef, tandis que les fantassins, perdus, sans chef, sont eux pris au piège. Une grande partie sera massacrée, le reste n'en réchappe qu'en s'enfuyant à travers la forêt ou les marais. Au total, près de 2000 anglo-gascons sont morts et 2500 ont été faits prisonniers, tandis que du côté français, les pertes sont minimes. Avec l'accord des Français, les corps des victimes sont ramenés à Bordeaux. Voyant ce convoi de cadavres, les habitants de la ville sont affligés. Ils surnommeront cette journée la Maljornade, la mauvaise journée. Et mauvaise,
cette journée aurait pu l'être bien plus. En effet, pour magistrale qu'elle fût, cette victoire française n'a pas les résultats qu'on aurait pu espérer. N'ayant à sa disposition que 3000 soldats, Orval estime sans doute à raison qu'il n'a pas les capacités pour poser le siège devant Bordeaux, et retourne stationner à Bazas avec son armée. Cependant, les rapides succès obtenus par Orval et Penthièvre démontrent sans guère de doute que la Guyenne ne pourrait pas résister à une offensive sérieuse de la part des Français. Charles VII profite de l'hiver pour rassembler une véritable armée, dont il confie la direction aux bâtards d'Orléans. Pour se concilier autant que possible les populations au milieu desquelles il allait porter la guerre, le roi publia une ordonnance sur la conduite à tenir pour les soldats en campagne. Un comportement exemplaire était attendu, et en cas de non-respect des règles, le châtiment le serait tout autant. Au début du printemps, 4 corps d'armée pénètrent en Guyenne par des points différents. Le premier, commandé par Dunois, met le siège devant Montguyon. Le deuxième, conduit par le comte d'Armagnac, attaque Riom sur la Garonne. Le troisième, sous les ordres de Penthièvre, assiège Castillon, tandis que le dernier, dirigé par le comte de Foix, le sire d'Albret et Robin Petitloup, met le siège devant Dax. D'une place à l'autre, Jean Bureau, le maître artilleur de Charles VII, déploie l'artillerie. L'organisation est minutieuse, l'exécution est précise. Pendant que les troupes s'établissent sur les différents points d'intérêt, un 5e corps, commandé par Chabannes, se dirige vers Blaye, point stratégique, clé de l'océan, situé entre Bordeaux et la mer. Sa prise par les Français serait une catastrophe pour Bordeaux, qui perdrait là tout moyen de communiquer avec l'Angleterre. Blaye, bâti sur un massif rocheux, était flanqué de tours nombreuses et de hautes murailles. À l'intérieur de la ville se situe un ancien castrum romain, situé au point le plus haut, qui constitue une sorte de camp retranché flanqué de tours à l'intérieur des murs. La ville est bien ravitaillée par des navires provenant de Bordeaux. Elle a des canons, une garnison de 600 hommes dirigée par Pierre de Montferrand. Du côté français, Jacques de Chabannes arrive le 8 mai, avec environ 200 lances et 1000 francs archers. Le 15 mai, Dunois le rejoint après avoir pris Montguyon en seulement 8 jours. Tandis que Dunois s'installe, une flotte française arrivant de La Rochelle entre en Gironde et s'interpose entre la flottille bordelaise et Blaye pour empêcher la communication entre les deux. Penthièvre vient compléter le blocus en laissant une partie de ses troupes sous les murs de Castillon. Dunois veut éviter l'effusion de sang, mais son émissaire est mal reçu. Il va donc falloir se battre. C'est tout d'abord une bataille navale entre les 2 escadres qui s'engagent. Les Bordelais sont défaits et pourchassés jusqu'à Royan. Ils n'ont maintenant plus aucun espoir de secours. Les canons sont ensuite mis en place par Bureau et commencent à bombarder sans relâche. Du côté français, la question se pose ensuite. Faut-il lancer un assaut ? Certains avancent que c'est la place la plus forte de toute la Guyenne et qu'un tel assaut ne peut se faire sans grande perte et en courant de très gros risques. Les autres, en revanche, voulaient tenter de prendre la ville de force, ne serait-ce que pour tester la volonté des assiégés. Quand les Français délibèrent et qu'il s'agit de combat, les esprits timides sont généralement peu écoutés, et c'est presque toujours l'avis le plus audacieux qui l'emporte. C'est encore le cas ici. Malgré la force de la place, l'assaut sera lancé. Le 21 mai, vers 19h, alors que le soleil est sur le point de se coucher, l'assaut est déclenché. C'est l'heure du changement de garde. Il règne un certain désordre. Une centaine d'hommes s'approchent de la ville, puis, alors qu'ils escaladent les murailles, ils crient « À l'assaut !» À ce cri, toute l'armée française s'ébranle et Blaye est assaillie de tous côtés. Les brèches sont occupées, les murs escaladés. Remis de leur surprise, les Gascons s'élancent. Sur les créneaux, au pied des murailles, sur chaque tour, un combat terrible s'engage. Les défenseurs de Blaye plient petit à petit sous le nombre. L'obscurité gagne le champ de bataille, et les Gascons survivants profitent du manque de luminosité pour abandonner la ville à moitié envahie et se réfugier dans le castrum romain, avant de finalement s'enfermer dans le château de la ville.
Les Anglo-Gascons ont déjà perdu la moitié de leurs effectifs, cernés de toutes parts, privés de tout espoir de secours et criblés par la terrible canonnade que dirige vers eux Jean Bureau. Ils finissent par se rendre et capitulent le 24 mai. Une fois le verrou de la Guyenne tombé, c'est au tour de Bourg, puis de Libourne et de Saint-Émilion de passer sous contrôle français. En dehors de Bordeaux, il ne reste maintenant plus aux Anglais que Riom, Castillon, Fronsac, Dax et Bayonne. 10 jours plus tard, il ne reste plus que Bordeaux et Bayonne. Tout ce qui reste de nobles attachés à la domination anglaise se rassemble dans Bordeaux pour attendre des renforts anglais. Seulement, en Angleterre, on se préoccupe plus de la guerre civile qui s'annonce que de la défense de l'Aquitaine. À l'intérieur de la ville, on comprend vite qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de Londres. Gaston de Grailly, captal de Buch, sert d'intermédiaire entre les Anglais et les Bordelais qui voient s'amasser sur leurs murs l'armée française. Une sommation est envoyée au roi Henri VI. Il doit les secourir, faute de quoi il négocierait la capitulation de la ville. En procédant ainsi, les Bordelais avaient la conscience tranquille. Personne ne donne un siège, et encore moins d'un assaut qui détruirait la ville. Jean Bureau, désigné comme futur maire de la ville, entre dans Bordeaux accompagné de Pothon de Saintrailles pour procéder aux négociations. Les termes sont les suivants. Ceux qui se rallieront à Charles VII bénéficieront d'une amnistie totale. Les autres auraient 6 mois pour quitter Bordeaux. On parla également d'exemption fiscale, de droit de frapper sa monnaie, et même la création d'un parlement à Bordeaux est envisagée. De tels avantages ne se refusent pas. Gaston de Grailly, qui refuse de prêter hommage au roi de France, lègue lui ses terres à son petit-fils et vend celles déjà occupées par les Français à Dunois et Foix. Il se retire ensuite dans ses terres en Aragon, où il mourra quelques années plus tard. La reddition est convenue pour le 23 juin, si les secours anglais ne sont pas arrivés. Rien ne vient. Les Anglais restent sourds à l'appel des Gascons. Le 30 juin, Dunois fait son entrée dans la ville à la tête de son armée. Les notables de Bordeaux prêtent alors serment de fidélité à Charles VII, tout comme l'archevêque Pey-Berland. Le comte de Clermont est nommé gouverneur de l'Aquitaine et Olivier de Coëtivy est appointé sénéchal. Le 7 août, Dunois se trouve devant Bayonne. Un bref assaut pour occuper les faubourgs, une longue canonnade en raison de la volonté des habitants. Le 20 août, la dernière ville de Guyenne se rend. On raconte qu'un nuage monte dans le ciel pendant que l'armée française passe les portes de la ville. Ce nuage, en forme de croix blanche, reste là, immobile, pendant plus d'1 heure, puis se transforme en fleur de lys. Il n'y a pas de doute pour la population. C'est bien là la volonté de Dieu. Les habitants abandonnent les bannières anglaises à la Croix-Rouge et hissent les bannières fleur-de-lysée de Charles VII. Le sentiment nouveau de l'unité française, déjà bien présent dans le nord du royaume, est également en germe au pied des Pyrénées. L'Aquitaine, la région par laquelle la guerre avait commencé il y a plus de 100 ans, est maintenant française. Cependant, de l'autre côté de la Manche, une armée s'assemble. Un dernier baroud d'honneur du côté anglais, pour essayer de conserver des possessions sur le continent, est en préparation. Merci à Surfshark, le sponsor de cette vidéo. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.